Alors, comment gérer le retour en présentiel? Alors, c'est notre première édition aujourd'hui. Je me présente. Alors, mon nom est Hélène Charrette. Je suis conseillère pédagogique. Je vous l'ai dit au départ, mais il y en a d'autres qui sont rajoutés. Donc, conseillère pédagogique au Centre de pédagogie universitaire, au CPU. Je suis responsable du dossier formation. Je m'occupe aussi de l'encadrement au cycle supérieur et je fais de l'accompagnement programme également. Alors là, je vais laisser ma collègue Josée se présenter. Oui, bonjour. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour réfléchir à tous ces enjeux. Moi, je suis des services à la vie étudiante. Je suis psychologue en soutien à l'apprentissage et on travaille dans le fond dans notre service avec les étudiants autant dans des rencontres individuelles que dans des formations, dans les ateliers. Et on a aussi des projets de groupe. Donc, c'est très, très varié ce qu'on fait. Puis, on est toujours ouvert et bien heureux de participer, de collaborer avec des professeurs aussi dans différents projets. Parce que, bon, vous savez, le soutien à l'apprentissage, nous, c'est quand les étudiants font la démarche, mais c'est intéressant de pouvoir échanger, si on veut, sur les deux, l'ensemble de la facette, l'ensemble des aspects qui sont présent dans l'apprentissage. Alors, voilà, je m'arrête ici, puis on poursuivra pour les échanges. Je suis psychologue clinicienne aussi. Voilà. Merci Josée. Alors, cette formation, elle va durer 1h15. On enregistre la formation. On enregistre aussi le clavardage. Donc, tous les propos tenus dans le clavardage, tous les propos tenus dans la formation sont enregistrés. On va déposer cette formation, cet enregistrement sur le site du CPU dans les prochaines semaines. Et dans les prochaines semaines également, vous recevrez cette présentation PowerPoint par courriel. On va vous l'envoyer. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, à tour de rôle, de simplement dire votre nom pour que les gens vous connaissent, parce qu'il y a quelques petites activités, et de nous dire également de quelle faculté vous provenez. Donc, je vous invite à y aller, là, comme vous le souhaitez, là, un et une à la suite de l'autre. Alors, je vous écoute, ça va prendre 2 petites minutes, puis on démarre. Bonjour, moi c'est Josiane Avant-Blondin, je suis de la faculté des lettres arts et sciences et j'enseigne le cours adolescent dans le département de psychologie. Merci. Bonjour, Maxine Wissetsky-Charlebois, je suis à la faculté de droit. Parfait, merci. Oui, bonjour, Louise Renée Bessette. Je donnerai une charge de cours au certificat en journalisme de la faculté d'éducation permanente. Parfait, merci. Bienvenue. Bonjour, moi c'est Caroline. Je suis nouvellement professeure adjointe à la faculté de médecine dentaire au département de stomatologie. Parfait, merci. Bienvenue. Bonjour, moi c'est Alain Didier Nouchengueme, donc faculté des arts et sciences, et je devrais donner un cours de calcul intégral au département de mathématiques et statistiques. Super, merci. Bonjour, mon nom est Jérôme Lavoué, je suis professeur au département de santé environnementale et de santé au travail à l'école de santé publique. Parfait, merci. Bonjour, je suis chargée de cours. Mon nom c'est Hui Jun Zhou. Je suis au centre de langue. Merci. Parfait, merci beaucoup. Bonjour, Charlotte Van der Elst, je suis à la faculté des arts et des sciences et je donne le cours de cinéma et autres arts, département d'histoire de l'art et de cinématographie. Wow. Tous des sujets tellement intéressants, là, vraiment. Des domaines très intéressants. Est-ce que tout le monde a parlé, tout le monde s'est présenté? Pas moi, bonjour. Non, allez-y. Oui. Christopher Ravenel, département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques comme Charlotte. Et moi, je suis plus concentré en jeux vidéo. Je donne le cours immersion et expérience médiatisée cet hiver. Wow, ok, super, merci. Bonjour, moi je suis Erika Lebeau, je suis à la faculté des sciences de l'éducation et je donnerai le cours d'oral pour les futurs enseignants à la formation initiale. Le cours d'oral pour les futurs enseignants. Ah, ok, parfait, merci. Allô, moi c'est Laurence, je suis à la faculté des arts et des sciences au département de psycho. Parfait, merci.
Bonjour, Naïm Ouldali, je suis médecin, donc faculté de médecine et je vais enseigner en maladies infectieuses. Enchanté. Ah, donc, vous êtes dans le bon domaine en ce moment. Tout à fait. Est-ce qu'on a fait le tour? On commence. Alors, bien sûr, aujourd'hui, évidemment, cette formation, c'est pour vous, c'est pour tout le corps enseignant, donc chargé de cours, professeur. Et nos intentions aujourd'hui, là, c'est de vous amener à comprendre, tout le monde ensemble, la plus-value du présentiel et de réfléchir à ce qui peut être conservé en présentiel. On veut aussi comprendre et diminuer l'anxiété. Notre attention avec vous, c'est de vraiment comprendre et diminuer l'anxiété face à ce retour et de réfléchir avec vous aux conditions optimales à mettre en place pour favoriser l'engagement des étudiants. Alors, je vous répète que c'est la première fois que nous donnons cette formation, donc on va s'ajuster au niveau du temps, on va voir si on a trop ou pas assez. En tout cas, je pense pas qu'on n'en ait pas assez, là. Je pense plus qu'on va en avoir de trop, mais en tout cas, je vous le dis, nous, on va s'adapter, puis on ajustera après pour une prochaine édition. Voici le plan de la formation. Alors, pourquoi? D'abord, il y a un petit sondage. On va faire un petit sondage avec vous. Et on va se demander pourquoi le retour en présentiel peut être anxiogène pour vous, le corps enseignant, et pour le corps étudiant. Puis, comment on peut gérer cette anxiété? Il y a des façons de faire pour mieux gérer l'anxiété. On va rappeler aussi les conditions optimales pour favoriser l'apprentissage. On va prendre on va prendre vos questions, ici une petite période de questions. Et on va poursuivre avec les bienfaits d'être en présentiel, les bienfaits aussi, les bénéfices à distance, il y en avait aussi. Les aspects négatifs en regard du retour en présentiel, il y a des choses qu'on se dit, ben là, pas le fun ça. Mais il y en a aussi à distance, donc on va essayer de prendre du recul face à tout ça. Puis quels aspects on aurait intérêt à conserver du distanciel en présentiel? Il y en a, et puis je suis certaine que vous saurez nous en dire. Et on va se poser la question, à la toute fin, peut-on se sentir à distance en présentiel dans un cours? Alors, c'est une question intéressante à laquelle vous serez amené à réfléchir aussi. Donc, avant de commencer, alors là, on va vous demander de participer avec nous. Alors, avant de commencer, un petit sondage. Alors, premièrement, comment vous sentez-vous face à ce retour en présentiel? Est-ce que vous vous sentez content, contente, mécontent, mécontente, paisible, anxieux, anxieuse, un peu nerveux, mais pas trop quand même. Puis enfin, on arrive en présentiel. Hein, vous vous dites, enfin, on y est. Oh non, pas déjà. Alors, et puis un peu tout ça. Donc, je vous invite dans le clavardage, ou prendre la parole, mais dans le clavardage, allez, vous êtes 19 avec nous. Alors, à nous dire par les lettres ici, comment vous vous sentez, vous, par rapport à ce retour en présentiel. Alors, on a du A, content, franchement, oui, content. A et E, un peu nerveux, oui. A, C, anxieux. Anxieux aussi, ça peut créer de l'anxiété, alors vous êtes à la bonne place. C, D, oui, A, C, paisible, c'est bien. F, je dis c'est bien, mais c'est bien, tout est bien. Là, enfin, oui, enfin, on y est arrivé, enfin. A, donc vraiment super, vous participez très très bien, on est content de voir ça, c'est super. Alors donc ça c'est vous, comment vous vous sentez vous. Maintenant, comment vous pensez que vos étudiants se sentent, eux, par rapport au retour en présentiel? Tout le temps les mêmes choix de réponse, donc content, mécontent, paisible, anxieux, anxieuse, un peu nerveux, enfin, pas déjà, non. Puis, qu'est-ce que c'est quoi le dernier chose? Un peu tout ça. Alors, allez-y, dites-moi. Alors, on a du H, un peu de tout ça. E, un peu nerveux. G, pas déjà. Ouais, je pense qu'il y en a aussi qui se disent pas déjà. H, un peu nerveux. A, content. E, enfin, donc, écoutez, oui, hein, certainement un peu de tout. Ça dépend des personnes, donc on n'a pas leur point de vue à eux, mais on en connaît des étudiants, là, donc on a pu les entendre là-dessus. Très bien. Alors, je laisse maintenant la parole à Josée. Oui, alors, c'est comme on voit, c'est varié, c'est très varié. Et puis, même à l'intérieur, d'abord, les profs aussi, ça peut être varié. Qu'est-ce qu'on va vivre dans une première rencontre, dans un retour?
et ça peut être varié aussi à l'intérieur de nous, parce qu'on a des fois plusieurs, on a à la fois on va être content puis on peut être un peu stressé et tout ça. Donc, comment vous allez arriver, ça serait intéressant de vous entendre là-dessus sur qu'est-ce que vous appréhendez, mais en même temps, j'aimerais vous poser la question de la diapo suivante aussi. On va faire les deux en même temps, Hélène. Qu'est-ce que vous appréhendez et qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir dans ce retour? Donc, qu'est-ce qui vient spontanément, là, vraiment très spontanément? On y va, vous pouvez utiliser le chat pour répondre, vous pouvez parler aussi, prendre la parole pour nous dire une première idée là, qui vous vient à l'esprit. Quand vous êtes prêts, je vous laisse la parole. Le contact, oui. Donc, le contact dans le sens de qu'est-ce qui, Alain, de qu'est-ce qui serait plus, ce qui fait le plus plaisir ou ce qui est plus stressant ou les deux en même temps? Vous pouvez prendre la parole avec le micro, oui. On n'est pas nombreux. Oui, ben, je me lance. Je pense que comme beaucoup des gens dans le chat, c'est les interactions avec les étudiantes que j'ai hâte de retrouver. J'avais seulement enseigné en ligne en 2020, donc ça va être ma première expérience en présentiel complètement. Mais ma crainte, en fait, c'est un petit peu de faire la police COVID. On dirait que moi, quand j'étais étudiante, si on devait manquer un cours, on demandait à un ami de prendre des notes. Puis là, j'ai l'impression qu'avec les nouveaux médias, ben, il faut comme... On est obligé donc de fournir une alternative. Donc, je ne sais pas trop encore comment me situe par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait par rapport justement aux absences qu'on peut supposer qu'ils vont venir? On ne veut pas non plus que les gens viennent parce qu'ils sont malades dans une grande classe de 95 étudiants. En tout cas, c'est un petit peu mes réflexions ce matin. Oui, donc tout le rapport à la présence, l'intérêt, la motivation de venir en présentiel, d'être là dans le cours, l'engagement dans le fond, hein, c'est ça dont vous parlez, Maxime, l'engagement des étudiants dans la nouvelle formule pédagogique que vous allez leur proposer. Et là, il y aura peut-être des surprises. On ne sait pas trop exactement comment ça va se passer. Peut-être certains ont déjà vécu parce qu'on a eu ce retour en présentiel aussi qui s'est fait l'hiver dernier, là, en plein milieu de la session, si vous vous souvenez, ou ceux qui l'ont vécu. Mais ce n'est pas la même chose de reprendre vraiment une session à partir de zéro et de repartir. D'un autre côté, ça peut amener des avantages aussi. Louise René nous parle de, c'est une première pour moi, l'enseignement, c'est un atelier pratique qui sera offert, un atelier radio. Donc, comment tout ça va se vivre, vu que c'est une première? Et peut-être parmi vous, il y a beaucoup de gens qui donnent un cours pour la première fois. Donc, vous allez expérimenter aussi la nouveauté de donner un cours. Et ça, en tant que tel, ben, on est curieux de savoir comment ça va se passer avec les étudiants. On ne sait pas encore complètement. Il y aura beaucoup d'intérêt à savoir, à créer ce contact. Et on revient peut-être aux éléments de base, dans le fond, de ce qui nous fait le plus plaisir et ce qui nous stresse. Ben, si des relations, si on faisait le lien avec l'ensemble des aspects qui sont à la fois les plus motivants, les plus intéressants, c'est souvent la relation pédagogique ou l'ambiance de travail qu'on place dans un cours. Et en même temps, c'est ça aussi qui nous stresse parce que c'est important pour nous. C'est ça. Moi, j'ai été prof aussi, alors je me permets de dire nous, si vous voulez, parce que j'ai été prof quand même pendant 18 ans, alors c'est assez pour, je pense, pouvoir dire nous et avoir vécu beaucoup d'expériences concrètes. Mais cette fois-ci, je vais davantage vous parler de ce qui se passe du côté des étudiants, vu que c'est plus leur voix que je vais apporter aujourd'hui, mais dans cette question, je m'adresse plus au côté du prof là, qui a hâte et qui finalement a envie de connaître, comme dans toute forme de premier cours ou de retour et de rentrée. Mais elle a quelque chose quand même de particulier, cette rentrée-là. On va voir qu'est-ce qui peut nous amener finalement de l'anxiété, qu'est-ce qui peut être anxiogène. Peut-être un petit mot pour dire que d'abord l'anxiété, c'est quand on a un peu plus de stress.
C'est une question d'intensité simplement parce qu'à la base, le stress, c'est ce qui nous permet de nous adapter. Donc, tout le monde va ressentir un certain niveau de stress et ce stress-là va nous mobiliser, va aller chercher notre focus, notre intérêt, va vraiment nous engager dans un processus. Et parfois, on va en ressentir davantage. Ça peut prendre toutes sortes de formes, là. Ça peut être des ruminations à l'avance, ça peut être d'anticiper ce qui va se passer, ce qui est tout à fait normal. Moi, personnellement, j'ai souvent fait le rêve du prof. Je ne sais pas si vous avez fait ce rêve, mais c'est le rêve où on arrive et puis dans la classe et ça ne fonctionne pas. Ou moi, je faisais un rêve où je cherchais le local et je ne le trouvais pas. Je passais mon temps à chercher le local et à me dire, est-ce que je vais trouver finalement? Donc, des rêves comme ça ou des situations qui nous amènent à vivre de l'anxiété pour des raisons aussi, comme je le mentionnais tout à l'heure, parce que c'est important pour nous. Qu'est-ce qui va se passer du côté maintenant des profs, chez le corps enseignant? Je vous invite à prendre un modèle, si jamais vous voulez en savoir plus, peut-être vous le connaissez également, c'est le modèle du Centre d'études sur le stress humain qui nous parle bien des facteurs de stress dans notre société actuelle et qui en a ciblé 4 avec le modèle CINE. Donc, les situations de stress qui risquent, comme pour l'ensemble des humains, de nous faire vivre davantage de stress, c'est les situations où on va manquer de contrôle, où c'est incertain, il peut arriver beaucoup d'imprévus, la nouveauté, la menace à l'ego. Donc, tout ça, c'est, comme vous voyez, c'est être prof au premier cours. C'est vraiment tout ça qu'on risque de vivre. Maintenant, avec la situation de la pandémie qu'on a vécue, c'est sûr qu'il s'est passé beaucoup de choses parce qu'on a vraiment une nouvelle adaptation. Monsieur Martel en parlait tout à l'heure. On sent que l'enseignement a évolué, on sent que les personnes qui vont venir au cours aussi seront peut-être un peu différentes. On n'a pas d'études encore pour nous dire exactement comment ça se passe et tout ce qu'on a vécu, qu'est-ce que ça va avoir comme impact, mais on peut suivre notre intuition, puis nous, on vous présente un peu nos observations qui nous permettent justement, sur lesquelles on s'appuie pour vous proposer des aspects de réflexion. Donc, il y a quand même eu l'élément où on a été derrière l'écran pendant un bout, comme prof. Et ça, c'est sécurisant aussi, en quelque part. Je ne sais pas si vous, ça vous a fait ça. C'est un peu anxiogène au début. On a paniqué. Je me souviens, le Centre de pédagogie universitaire nous disait on reçoit énormément de demandes. Nous aussi, chez les étudiants, c'était la même chose. Les étudiants nous ont vraiment demandé beaucoup de rencontres. Et au début de la pandémie, ça a été vraiment assez intense, ce que je pourrais nommer, parce que dans le fond, il y avait une difficulté de concentration, de motivation, tout le monde était incertain. Il y avait quand même beaucoup de choses qu'on a vécues. On est passé à travers, on s'est trouvé un modus vivendi et on a commencé à faire tout ça en ligne. Comme prof, ça a été en même temps stressant, mais rapidement, on a trouvé des manières de fonctionner. Et l'écran est devenu un peu une forme de sécurité parce qu'il y a quelque chose qu'on contrôle aussi. Tant qu'on n'a pas de bug technique, là, on contrôle. On a donc, en revenant en présentiel, on va se retrouver dans les relations comme avant, qui a quand même toujours été une situation exigeante. On ne contrôle pas autant son image aussi quand on est en présentiel que quand on est à distance. Donc, on a développé des moyens de contrôler notre crédibilité, notre façon d'amener les informations et on est moins au centre de l'attention lorsqu'on est, on s'en plaint aussi parfois quand on donne des formations parce qu'on se dit qu'ils sont sur leurs écrans et ils ne nous regardent pas. On ne sait pas trop. Remarquez qu'il y a des études qui ont démontré que quand on ne regarde pas l'écran et qu'on écoute, on assimile mieux que si on regarde l'écran et on écoute. Enfin, ça, c'est, on a évolué là-dessus. Mais sauf que de revenir en classe, comme prof, ça peut être très exigeant. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de ma crédibilité? Puis qu'est-ce que je vais créer comme ambiance également dans la classe? Donc, si on regarde pour les étudiants maintenant, eux aussi, ils vont vivre les différents impacts du ciné. Est-ce qu'ils vont être plus en manque de contrôle, en imprévisibilité? Ça va être nouveau, certainement que ça va être nouveau. Ce que les étudiants nous ont partagé pendant les dernières années, c'est qu'ils
et je dirais particulièrement, ils vont le vivre de façon différente. Certains, quand le retour a commencé, là, au niveau en février, étaient extrêmement contents et heureux, puis ils se sont dit, moi, c'est terminé, je me sens plus flou ou stressée, je reviens et j'ai énormément de plaisir. Et d'autres étudiants ont dit, ben écoutez, je me suis habituée à cette nouvelle situation-là d'être en ligne et ça me stresse vraiment de revenir. Ils étaient un peu mal à l'aise de le dire, mais ils venaient justement pour discuter, échanger avec nous là-dessus. Certains, bon, ont vécu vraiment des situations plus exigeantes aussi, on le sait, mais je vous le partage également parce que c'est quand même des situations plus exceptionnelles, mais ça arrive que des étudiants se soient vraiment retirés de la vie sociale. Ils ont été, si on veut, dans une situation où ils ont comme mis leur vie sur pause. Mais ça, c'est une minorité, mais ils sont quand même là. Ils vont revenir en classe aussi, ces étudiants-là. La présence de l'image également était importante. On sait comment surtout pour les plus jeunes, la dimension de l'image était déjà très importante au niveau du secondaire et du collégial. On sait que ça augmente l'anxiété aussi d'être pris avec des images au niveau des réseaux sociaux. Ça, on le sait. Au niveau des études, il y en a là-dessus. Mais c'est vraiment quand même le fait de revenir à l'université, d'être au cégep et de commencer l'université. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne contrôlera pas dans cette rentrée à voir les gens, le style vestimentaire. Vous savez comment des fois ça peut être, c'est pas souvent nommé, mais ça peut être long. Il faut se rendre, il faut trouver le style qu'on a et tout ça. C'est quelque chose qui était déjà un peu plus contrôlé. Donc, ça peut toucher certains étudiants. La présence du groupe et la présence du prof, parce que le prof va-t-il m'aimer? Va-t-il me considérer? Est-ce que je vais être à la hauteur dans le cours? Est-ce que je serai... qu'est-ce qu'il va penser de ma génération aussi, de moi, de comment je vais arriver dans ce cours-là? Et en fait, la présence de stimuli multiples là, peut quand même créer une surcharge cognitive. C'est sûr qu'on l'a vécu, surtout quand on est sorti du confinement, mais ça fait quand même que dans la classe, il y a des groupes de 100, les ordinateurs, la stimulation, est-ce que je réussis à me placer en avant, en arrière, enfin, est-ce que je vais pouvoir être concentrée pendant le cours? Donc, tout ça va être au cœur de ce que les étudiants vont vivre dans l'anxiété, mais encore là, certains s'adaptent très bien, il y a une grande variabilité, puis d'autres, ça demande un petit peu plus de temps pour s'adapter. La bonne nouvelle avec l'anxiété, si on veut, c'est que plus on vit quelque chose qui est stable et semblable, plus on s'adapte. Donc, il y a quand même il y a le premier cours, mais il y a quand même toute la session là, pour arriver à créer ce climat-là comme prof et que les étudiants s'habituent finalement. Puis l'habitude va les amener à se sentir vraiment plus sécures et à diminuer énormément là, les réactions d'anxiété, peut-être sauf dans certaines situations très spécifiques comme les évaluations, comme vous savez. Mais pour l'ambiance de classe, ça va se faire. Le premier cours risque d'être un peu plus demandant, mais plus ça va aller, plus vous allez sentir que vous avez de l'impact, finalement, sur l'ambiance de classe et c'est ce qui va être protecteur pour les étudiants. Et on va Merci. Oui, donc, je poursuis. Merci, Josée. Alors, comment gérer cette anxiété? Alors, écoutez, attendez une seconde, j'ai un petit problème. Alors, bon, écoute. OK, donc premièrement, on va identifier ces facteurs de stress parce qu'en sachant ce qui nous stresse, on va pouvoir agir à ce moment-là. On va aussi se rappeler de qu'est-ce que vous faites déjà. Qu'est-ce que vous faites déjà dans votre cours? Qu'est-ce que vous faites déjà? Ce que vous avez fait aussi par le passé? Puis, on va revoir et adapter son scénario pédagogique. Ça va nous aider si on réfléchit à tout son scénario pédagogique en amont, si on se prépare en amont, ça va nous sécuriser, ça va donc, comme le disait Josée, ça va diminuer l'anxiété parce qu'on sait, on va penser à des plans B aussi, s'il y a des choses qui se passent moins bien, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là. Donc, on va bien préparer le début. Le début va être très important avec vos étudiants. Et parce que, bon, il faut briser la glace. Quand on commence à enseigner, quand on commence la session, déjà en présence, même s'il n'y avait pas eu la pandémie, tout ça,
ben, il y a une glace à briser, mais là, on peut dire qu'elle est un peu plus épaisse à ce moment-là. Donc, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on va faire comme activité au début, puis pas juste une. Et nommer cette nouveauté. Ne pas avoir peur de dire, ben écoutez, là, on a été à distance, puis là, on revient en présence. Et tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait de revenir en présence. Il y en a qui sont contents, il y en a qui sont moins contents, il y en a qui ça stresse, il y en a qui ça rend anxieux. Donc, le fait de nommer la nouveauté, de nommer ce qui se passe, va déjà diminuer. Sonia Lupien l'explique dans ses livres également. Le fait de nommer ce qui peut causer un malaise va diminuer vraiment la tension des personnes dans le groupe. Puis également, bon, on pense, je l'ai dit, à des activités brise-glace, donc de pas juste en avoir une, mais de penser à en avoir plusieurs, parce que si jamais ça ne fonctionne pas, vous voyez qu'il y a encore des malaises ou que c'est gelé, que les gens ne participent pas ou qu'il n'y a pas. Alors pensez à plusieurs activités à ce moment-là, pas juste une dans votre scénario pédagogique. On va aussi mentionner ses propres craintes et ses propres motivations à revenir. Donc, de le dire aux étudiants, de dire ce que vous craignez, vous, ça vous rend aussi plus humain. Et ils vont, les étudiants, vous le savez, vous êtes en situation d'autorité, ils peuvent être impressionnés par vous. Donc, si vous mentionnez que vous aussi, il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans ce retour ou des choses qui vous plaisent, donc, nuancer, puis l'exposer, l'exprimer à vos étudiants. Ça va aussi les aider, ça va vous aider vous aussi. Puis réfléchir à comment établir le bon lien avec ces étudiants. Donc ça, c'est vraiment dans le scénario pédagogique, comment vous pouvez établir ce lien, ce contact avec vos étudiants et entre les étudiants également. Parler avec ses collègues sur les meilleures façons de faire. Donc ici, on pense, il y a certaines facultés, certains départements qui ont déjà une réflexion au niveau du programme, qui mettent en place des approches programmes. Approche programme, c'est une approche qui est collégiale, où on regarde ce que les autres font dans les autres cours, où on fait un programme qui se tient d'un cours à l'autre, mais ça favorise beaucoup les échanges entre les collègues, entre les différents enseignants et enseignantes. Donc, en parler avec les autres, discuter, avoir des moments, placer des moments dans vos horaires avec vos collègues pour vraiment entendre ce que eux et elles font en ce moment, comment ils comptent faire dans ce retour en présentiel. Puis briser, donc ça fait en sorte que, ben oui, on brise son propre isolement parce que on a été isolé. Peut-être que vous êtes aussi nouvellement embauché ou pour vous c'est nouveau l'enseignement ou quoi que ce soit. Alors vous pouvez aussi vous sentir isolé. Et vous-même, donc de parler avec d'autres, va vous aider à briser cet isolement. Et vous allez voir que vous n'êtes pas le seul, par exemple, à vous sentir anxieux ou stressé ou content, et de partager ses propres sentiments avec d'autres, ça va aussi vous aider. Maintenant, je laisse Josée prendre la parole. Oui, donc il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent être faites. Nous, on vous propose des stratégies, puis ça va peut-être vous inspirer à revoir, justement, comme Hélène le disait tout à l'heure, qu'est-ce que vous faites lorsque vous animez, pour ceux que c'est nouveau aussi la première fois. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans notre propre façon de faire avant, pendant ou après la pandémie. Bref, on demeure quelqu'un qui est en évolution toujours. D'où vous partez, puis qu'est-ce qui peut-être pourrait être une nouvelle idée qui vous viendrait, qui ferait que, il y aurait quelque chose qui va vous motiver davantage et qui pourrait toucher également l'anxiété des étudiants. Comme je le disais tout à l'heure, la bonne nouvelle avec l'anxiété, c'est que quand le milieu est stable, ça diminue. La première fois, souvent, on utilise même le chiffre 3 fois la situation. Après 3 fois ou après 2 fois, on voit vraiment une diminution du stress. Donc, vous pouvez penser à ces activités-là qui vont avoir un impact pour les quelques premiers cours. Mais ça peut être très intéressant avec les étudiants d'ouvrir sur vous le contexte, comme Hélène le mentionnait, et juste d'être ouvert. Évidemment, la formule pédagogique va dépendre. Quand vous avez un grand groupe, souvent les étudiants sont un peu gênés puis ils ne parlent pas. Avec un petit groupe, c'est plus possible. Mais si vous avez l'opportunité de le faire, que ce soit pendant les pauses ou lors d'un échange, une activité brise-glace, questionner les étudiants sur leur état d'esprit, ils arrivent comment, anxiété, motivation. Si on pose la question aux étudiants, qu'est-ce qui vous motive?
c'est souvent une manière de, s'apaiser comme prof, parce que, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, le manque de motivation de certaines personnes qui pourraient se désengager, c'est souvent un des objets de stress. Donc, d'entendre les étudiants sur qu'est-ce qui les motive dans leur projet de formation ou dans le cours. Et en même temps, c'est une façon pour eux de reconnecter avec ce qui fait qu'ils sont là. Donc, on sait que quand c'est important pour nous, on est capable de davantage composer avec l'anxiété. Mais aussi, si vous avez un style plus humoristique, vous pouvez aller vers ça. Bon, ça fonctionne toujours avec les étudiants, mais encore là, il faut rester soi-même. Leur demander quel est le sentiment face à l'écran, comment ils ont vécu la pandémie, leurs aspirations, leurs craintes, bref, est ouvert à eux. Et ça peut être une occasion aussi, selon ce avec quoi vous êtes à l'aise, de simplement parler des services à la vie étudiante à ce moment-là pour bien leur signifier que on est une communauté universitaire. Vous n'êtes pas seul là-dedans non plus. Ils ne sont pas seuls. Donc, on fait partie de la communauté, puis la communauté est là. En début de session, les étudiants sont moins portés à dire qu'ils ont besoin des services à la vie étudiante. Ils sont soit sur une bulle ou soit un peu plus intéressés à leur cours, mais ça peut être une porte d'entrée pour vous éventuellement pour leur parler de nos services. Donc, ce qui est votre style à vous, vos suggestions, qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui avec eux, peut leur ouvrir la possibilité de dire qu'est-ce qui me motive moi. En passant, on n'a pas d'impact direct comme professeur sur la motivation intrinsèque des étudiants. On sait que c'est la motivation intrinsèque qui est la plus riche et la plus intéressante à développer, mais on n'en a pas d'impact spontanément puisque ça leur appartient. Puis même les étudiants entre eux, souvent, il faut qu'ils se posent la question, qu'ils fassent l'introspection, qu'ils fassent une démarche pour comprendre qu'est-ce qui va les motiver. Une fois qu'ils font ça, ça fait une grande différence. Mais on a de l'impact, par contre, sur la motivation extrinsèque et le climat de la classe qui peut favoriser justement la diminution de l'anxiété et un retour en présentiel plus agréable pour vous et pour eux. On a également deux types d'anxiété qu'on pourrait diviser un peu. Les études ont commencé à parler beaucoup du deuxième pendant la pandémie. Donc, l'anxiété du retour en présentiel, c'est en fait, si on revient à celui-là, c'est une anxiété de revenir dans la situation. Donc, celle-là, elle est un petit peu plus de type désensibilisation systématique, si on veut, comme approche pour recréer doucement un environnement où l'étudiant va sentir qu'il a du contrôle. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, hein, c'est que ça va diminuer au fil du temps parce que vous allez créer, avec votre style à vous, là, quelque chose de plus stable ou motivant selon ce que vous avez comme style de prof. Et l'anxiété de l'incertitude, ça, c'est l'anxiété qui a été davantage étudiée pendant la pandémie. C'est le flou, en fait. Puis l'approche est un peu différente. C'est pour ça que je vous en parle, c'est un peu différent. C'est pas comme si on voulait diminuer le stress dans l'anxiété de l'incertitude. On se rend compte que ça peut même viser à diminuer le stress, peut devenir une pression supplémentaire pour augmenter l'anxiété de performance parce que on se dit, il ne faudrait pas que je sois stressée. Donc, on rentre dans cette boucle-là. Donc, quand c'est flou, c'est incertain, c'est que ce sera quand même un peu le cas de notre session à venir. On regarde les médias, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer là, avec la pandémie. Donc là, c'est plutôt l'idée de tolérer l'incertitude, d'apprivoiser le fait de tolérer. Puis là, je pourrais rajouter la connaissance dans ces ambiguïtés, dans ces paradoxes, et tout ce que vous avez dans vos domaines. J'écoutais tout à l'heure d'où vous venez, vous savez à quoi je fais référence, les multiples façons de concevoir les choses, les différentes approches, ça c'est seulement au niveau de l'enseignement comme tel, mais on peut faire le lien avec tolérer l'incertitude, c'est-à-dire ouvrir sur les ambiguïtés, les paradoxes, permet de tolérer l'incertitude et de se dire, on verra, on va passer aussi à travers cette session. Donc, une petite différence dans votre réflexion sur ces enjeux. Oui, Hélène, je te repasse la parole. Voyons, excuse-moi. Oui. OK. Donc, mettre les étudiants donc, en action pour briser la glace. Donc, ça va être important de donner des consignes claires et explicites. Alors, nous pensons parfois que nous sommes clairs et que tout est explicite. Et quand on fait lire
nos consignes à quelqu'un d'autre. On voit, ça c'est quelque chose qui peut aussi vous aider, faire lire ce que vous pensez donner. On voit le plan de cours, vous pouvez le faire lire par quelqu'un d'autre, par un collègue et tout ça. Ou les consignes générales pour la session, ou les consignes pour un examen. C'est très aidant de les faire lire par quelqu'un d'autre, un collègue, pour avoir leur rétroaction. Parce que plus on va être clair et explicite, plus justement l'anxiété va diminuer chez les étudiants. Et je vous en parlais, faire travailler en petits groupes. Donc là, vous arrivez devant un grand groupe, il y a des extravertis, des introvertis, il y a des gens qui sont à l'aise de prendre la parole, d'autres non. Comme je disais tout à l'heure, la glace, elle est plus épaisse en ce moment, hein, avec ce retour en présentiel. Donc le fait de faire travailler en diade, en petits groupes 3, 4, et de faire une activité brise-glace comme ça, ça va aider au climat de travail, au climat de la classe, et ça va aider vos étudiants à se sentir à l'aise dans ce groupe. Et donc, susciter des contextes pour les mettre en relation. Alors, travailler en petits groupes. Voilà. Et vous, est-ce que vous avez d'autres idées? Qu'est-ce que vous faites lors des premières séances de cours? Alors, on aimerait ici vous entendre. Vous l'écrivez dans le clavardage ou bien vous nous parlez, vous prenez le micro, vous partagez. On est tous intéressés à vous entendre, à savoir ce que vous faites, vous, lors des premières séances de cours. Alors, est-ce que quelqu'un se lance? Il n'y a pas de jugement, là, comme je vous dis. Quand vous partagez vos expériences, ça aide les autres. Bon, on est curieux de vous entendre. Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui, Christopher Ravanel, allez-y. Oui, enchanté. On m'entend bien? Oui, on vous entend très bien, merci. Je n'ai pas encore donné de charge de cours en tant que tel, mais je suis également technicien au laboratoire multimédia, puis j'ai des ateliers de formation à donner qui durent habituellement une séance de 3 heures. Donc, ça peut ne pas s'appliquer dans un cours de 14 semaines. Mais qu'est-ce que j'aime bien faire au début, c'est de demander leur intérêt personnel. Parce que moi, par exemple, je donne une formation sur des logiciels de montage à des gens que je présume c'est pour les besoins d'un cours, mais j'essaie de voir au-delà du cours, tout le monde filme avec leur cellulaire, par exemple, parce que vous allez utiliser vos compétences que vous allez apprendre ici davantage dans d'autres contextes que celui du cours. Puis habituellement, ça a l'air de rehausser leur motivation parce que je suis en train de leur dire, mais qu'est-ce que vous allez apprendre ici? C'est pas seulement pour votre évaluation terminale à votre cours de journalisme, par exemple, ça pourrait servir à autre chose. Oui, excellent. Oui, c'est une très bonne idée de commencer avec... Ça va aller les chercher, comme vous le dites, quand on parle de ses propres intérêts, de ce qui nous touche, nous. Donc, l'activité brise-glace, c'est pour briser la glace. Hein. Donc, si aller chercher leurs propres intérêts, ça fait en sorte qu'ils parlent d'eux-mêmes, on a réussi à briser la glace. Donc, c'est pas nécessairement en lien toujours avec ce que vous dites, ce que vous comptez apprendre ici, mais partir d'eux, les étudiants. C'est une très bonne stratégie. Merci de ce partage. Est-ce que quelqu'un d'autre... Je suis sûre que vous avez des idées, là. Vous êtes plusieurs ici. Vous faites des choses déjà, puis vous faites de bonnes choses. Donc, on veut les entendre. J'aimerais entendre quelqu'un d'autre. Faut pas te gêner. On est, vous voulez dans le clavardage, vous prendre... Oui, Maxime, allez-y. On vous écoute. Oui. Quand j'avais un plus petit groupe d'une vingtaine d'étudiants, je faisais des tours de table, donc un peu pour voir qu'est-ce qui les motivait à faire. C'était au programme en relations industrielles. Là, par contre, avec 96 étudiants, je me vois pas vraiment faire ça. Mais j'avais l'intention plus de commencer en ouvrant sur la matière, en demandant, selon vous, qu'est-ce que c'est un cours de droit du travail? Donc, c'est quoi le droit du travail selon vous? À quoi ça sert? Donc, je me disais pour essayer de faire participer un peu, mais à 96 étudiants, ça me semblait un bon défi. C'est un bon défi, mais vous savez, ce n'est pas parce qu'on leur pose une question qu'on veut que tout le monde lève la main et réponde. Donc, en fait, l'idée, là, c'est de les faire réfléchir, on veut les motiver, on veut les avoir avec nous. Donc, de poser une question comme celle-ci, qu'est-ce qui vous motive? Ils ne sont pas obligés de suivre ce cours-là, hein, ils sont adultes, ils se sont inscrits. Alors, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes inscrits? Prenez une feuille de papier puis écrivez-le. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vous le dire oralement, mais déjà, ils vont s'investir, ils vont réfléchir, ils vont se motiver, ils vont s'engager avec ce genre de questions.
Alors, c'est très facile de faire ça. Puis là, vous allez dire, ouais, mais ils vont pas tous répondre. Ben non, ils vont pas tous répondre, c'est la vie. Mais il y en a plusieurs qui vont le faire, qui vont réfléchir. Vous avez fait votre travail en faisant ça, comme pédagogue, comme enseignant, en leur posant une question comme ça, même si vous leur dites, écrivez sur un bout de papier. Ou vous pouvez leur demander, oui, d'écrire sur un bout de papier, puis en 2 minutes, le partager avec l'étudiant qui est à côté qui est à côté. Ouais. Ma phrase s'arrête là. Donc, partager avec l'étudiant qui est à côté. Donc, ça crée déjà une relation avec quelqu'un d'autre. C'est sécurisant. C'est un tout petit groupe. Ils sont juste 2. Donc, ça, c'est une bonne façon de faire. Vous pouvez aussi utiliser les sondages comme on le fait, nous, là. Il y a des technologies, hein? Il y a le Kahoot, il y a le Turning Point. Donc, vous pouvez envoyer ça en ligne, puis ils répondent tout simplement, puis vous avez un petit portrait, puis vous discutez de ça avec vos étudiants rapidement. Alors, c'est des façons de faire. Il faut s'enlever de la tête que parce qu'on a un grand groupe, on ne peut pas le faire. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est qu'on ne peut pas leur donner à tous la parole. Ça, c'est pas possible. Mais vous pouvez leur poser des questions. Puis on veut susciter justement l'activation neuronale, on veut susciter l'engagement. Et vous allez réussir en faisant ça. Fait que c'est une très bonne façon de le faire. Je vous écoute. Oui, Charlotte. Bonjour. Alors, pour moi, c'est ma première expérience d'enseignement. Et ça me fait penser, en fait, pour le premier cours, avoir des questions à la fois ouvertes et fermées. Donc, les questions ouvertes, effectivement, pour leur demander leur intérêt pour le cours, leur motivation. Et peut-être des questions plus ciblées qui vont les obliger quelque part à lever la main. Que je pensais, par exemple, leur demander s'il y avait des étudiants qui avaient une pratique artistique ou qui créaient des films. Je donne un cours cinéma et autres arts. Peut-être leur demander aussi s'il y a des étudiants qui sont en programme d'échange, des étudiants internationaux peut-être pour pouvoir les aider à se repérer aussi dans l'auditoire, à savoir qu'ils ne sont pas tout seuls. Il y a d'autres étudiants peut-être aussi qui viennent d'autres pays. Donc voilà, poser des questions aussi pour qu'ils puissent se repérer dans leur identité artistique, voilà, leur place aussi dans l'auditoire. Excellent, ce sont d'excellentes idées. Puis rappelez-vous du but de cette activité. Quel est le but de votre activité? C'est de briser la glace, les motiver, créer des relations, puis créer une ambiance. Donc, il faut se rappeler de ce but-là. Donc, ça peut être des questions comme celle-ci que vous proposez. Puis, aussi, dites-leur pourquoi vous faites ça, pourquoi vous leur posez des questions, pourquoi vous brisez la glace en ce moment. Ça crée du sens. Et quand on crée du sens pour les étudiants, pour n'importe quel apprenant, ça incite à l'engagement. Et l'engagement, c'est un facteur de réussite. C'est important qu'ils s'engagent. Donc, quand on leur explique pourquoi on fait ça, pas caché. Écoutez, on va briser la glace, ça fait longtemps qu'on s'est vu, pour tout le monde, c'est un retour en présentiel. Moi, je vais faire une activité brise-glace qui est celle-ci pour inciter justement à créer une bonne ambiance et vous mettre en relation et vous faire sentir bien dans la classe, etc. Donc, de dire pourquoi. Alors, je vous écoute, on va prendre une dernière intervention. C'est super, j'apprécie vraiment que vous participiez comme ça, vous avez de bonnes idées, puis partager avec les autres, ça donne encore plus d'idées. Alors, je vous écoute. Est-ce que je prononce bien Aranzazou? Ça, c'est correct. Bonjour. Moi, j'enseigne au Centre des langues dans les cours d'espagnol. Donc, c'est sûr que nous avons certains avantages par rapport aux autres enseignants. On a des petits groupes relativement petits pour des cours de langue, 32 personnes maximum. Puis, on parlait pas mal de n'importe quoi dans nos cours parce que justement, l'idée, c'est de leur faire parler dans une autre langue. Donc, on a une certaine liberté de sujet, mais j'ai quand même quelques activités brise-glace à vous suggérer que je pense qu'ils peuvent bien fonctionner, même dans des gros groupes. Un exemple que je faisais en présentiel, puis je retourne cet automne en présentiel depuis 2 ans d'enseignement en ligne. C'était ce que j'appelais, pour moi, là, c'est la méthode du speed dating. Mais quoique je ne sais pas si ça peut se faire encore avec la COVID. Peut-être qu'il faudrait insister à laisser une distance minimale entre les étudiants. Je ne le sais pas. Mais en fait, c'est même dans un groupe, on place les étudiants dans des rangées où ils sont déjà en rangée. Puis on décide que la rangée suivante, ils vont s'élever. On met une musique, on n'importe quoi avec un minuteur. Puis en fait, on donne quelques minutes aux étudiants pour s'entrevuer mutuellement. Puis on peut donner des questions qui ont rapport justement au cours qu'on va enseigner. Par exemple, c'est quoi votre idée de c'est quoi, c'est pas les droits industriels, pourquoi vous étudiez ça. Mais ça peut être aussi des choses un petit peu plus personnelles. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous n'êtes pas à l'UDM, n'importe quoi, quelques questions.
Puis quand les gongs sonnent, mais ils doivent s'élever puis changer des camarades. Ils ne vont pas faire toute la classe, mais ils vont quand même parler avec pas mal de gens si on fait ça pendant 15 minutes, ils peuvent voir un nombre de gens en classe raisonnable. Donc pour eux, c'est très bon parce qu'ils sont déjà justement pris contact avec les autres. Puis après, on peut faire un petit tour de classe sans faire ça de façon exhaustive, juste demander à une demi-douzaine d'étudiants. Bon, mais maintenant, avec ce que tu as appris, présente-nous un camarade de classe dont tu te souviens un peu. Ils peuvent prendre des notes aussi. Puis, et voilà, ils présentent quelqu'un avec lequel ils ont parlé. Puis ça, c'est une bonne façon. Puis une autre façon qui fonctionne pour les cours d'art, ça serait Instagram. Presque tous nos étudiants ont un compte Instagram. Moi, ce que j'ai fait, je prends 2-3 photos de mon compte à moi. J'ai mis une étiquette pour mon cours avec les noms de mon cours entrée automne 22. Puis je leur demande de choisir, si leur compte est public, une photo qu'ils pensent qui dit quelque chose d'eux. Ça peut être aussi par rapport au cours encore. Puis ils doivent étiqueter la photo avec l'étiquette, les hashtags que je leur ai donnés. Puis après leur donner quelques minutes pour faire ça, mais moi, je projette à l'écran toutes les photos qui sont étiquetées avec ces hashtags-là. Et là, je profite pour demander aux étudiants, si vous voulez quelqu'un nous expliquer pourquoi cette photo, et puis ils vous parlent un peu ça peut être leurs intérêts, n'importe quoi, un voyage qu'ils ont fait. Donc, c'est souvent des façons sympathiques de commencer. C'est excellent, c'est fantastique, en effet. C'est de très, très bonnes idées. Puis de parler d'eux. Ils sont tous gênés, on est tous gênés. Au début, on ne se connaît pas. Donc, il faut aller vers des activités comme ça. Merci beaucoup d'avoir participé. Il y a quelqu'un aussi qui nous a écrit pendant le cours, donc Alain Didier, que j'ai donné en automne dernier après avoir proposé notre méthode de travail, des mini-blogs de 30 minutes avec de petites pauses de 5 minutes. Je leur demande s'ils sont d'accord ou bien s'ils veulent qu'on s'organise différemment. Donc, d'impliquer les étudiants aussi, ça va favoriser l'engagement, ça va favoriser les relations entre eux, donc de briser la glace. Super, merci énormément. On poursuit parce que je vois que le temps file. Alors ici, on va parler, c'est Josée qui va prendre la parole, des conditions optimales pour favoriser l'apprentissage. Ben, écoutez, je pourrais dire que dans tous les exemples que vous avez donnés, on retrouve des éléments qui favorisent l'apprentissage parce que on va mettre l'accent sur la qualité de la relation ou de l'ambiance, ou la relation entre les étudiants eux-mêmes. Je trouvais très intéressant aussi quand vous avez suggéré que s'ils se parlent entre eux, comme dans le speed dating ou simplement en diade, ben, il y a une force là, il y a une force de leur propre motivation et on crée l'ambiance avec eux. Donc, on ne la crée pas toute seule, l'ambiance. Ils font partie du groupe. Et ce groupe est d'ailleurs toujours unique. On ne retrouve jamais exactement le même groupe. Et là, ça peut être intéressant pour vous de sortir de la position de « je porte tout ça sur mes épaules » et vraiment juste être curieux de leur propre force entre eux. Et toutes les activités que vous avez mentionnées, c'est super motivant. On a envie de continuer. Hein? Donc, quand on fait ça, on est vraiment sur la bonne voie d'avoir du plaisir, dans le fond, même s'il y a du stress à la première rencontre. On parlait de la motivation intrinsèque tout à l'heure. Comme je disais, on n'a pas nécessairement d'impact direct sur cette motivation intrinsèque, bien qu'on sait que c'est celle qui est la plus intéressante pour les conditions optimales d'apprentissage. Il y a quand même eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus dans les années 90 et 2000, où on a beaucoup développé des formations pédagogiques. Si vous voulez aller plus loin sur le thème de la motivation, je vous invite à être attentif aux formations du CPU là-dessus, parce que quand même, tout ce que vous avez nommé, là, ce sont tous des éléments qui favorisent la potentialité de la motivation intrinsèque. Mais les mettre en action aussi. Proposer des activités variées et susciter la participation. Quand on dit mettre en action, c'est super intéressant au niveau du stress. Pour faire le lien avec le stress, en fait, le stress est là pour nous mettre en action. C'est une augmentation de notre énergie pour qu'on puisse se mobiliser. Donc, parfois, c'est simplement ça. Commencer un cours, on est plus stressé. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà fait des présentations. Combien de temps ça dure, là? Ça dure quoi? Juste avant, 2 minutes? Parfois, ça va revenir parce qu'on arrive dans un petit bout, on est perdu, on a oublié nos notes. Donc, il y a vraiment seulement des petits bouts où on va vivre un peu plus de stress et d'anxiété. Ça va être la même chose pour les étudiants. Il y a une petite tension qu'on sent au début d'un cours. Et souvent, l'activité brise-glace sert à les mettre en action, puis la mise en action, après, nous amène ailleurs. Donc, ça aussi, ça peut être très intéressant. Ça favorise ça. Le fait de figer dans le stress est tout à fait normal. Le fait de vouloir éviter aussi est tout à fait normal. Mais mettre en action nous amène
ailleurs que dans ces deux comportements-là qu'on a moins envie, évidemment, de favoriser là, dans un groupe. Et aussi, la ligne de conduite, quelqu'un parlait aussi tout à l'heure, quelles seront nos façons de faire? Parce que ça prend quand même des balises. Hein? Et ça, dans votre plan de cours, vous en avez sur les retards, sur les absences, toutes ces choses-là qui doivent être abordées parce qu'à partir du moment où elles sont abordées, ça vous permet d'intervenir éventuellement si elles ne sont pas respectées, mais ça aide vraiment les étudiants à savoir à quoi ils s'en tiennent. Donc, habituellement, quand les étudiants vivent beaucoup de stress, ça va les aider de savoir qu'il y a ça. Comme si ça place les choses pour eux. On en parlait tout à l'heure, nommer au niveau de l'anxiété aide. Également, croire au potentiel des étudiants, à leurs valeurs, c'est un élément on pourrait le placer dans le sens de l'incertitude. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la vie psychique interne de chaque étudiant. Quand il parle, on y a un peu plus accès. Mais dans l'entre-deux, on ne sait pas. Et en ne sachant pas, c'est une position optimiste de prendre celle-là. Elle est très intéressante, cette idée de croire sans savoir est-ce qu'ils ont le potentiel pour suivre le cours, d'avoir cette idée que oui, ils ont le potentiel. Pourquoi? Beaucoup d'études ont été faites sur les attributions de causalité positive, c'est-à-dire imaginer que l'interprétation de l'étudiant et de l'étudiante, ça sera de la motivation intrinsèque, parce que notre spontanéité, c'est d'imaginer que peut-être il n'y aura pas de motivation intrinsèque et ça nous stresse. Donc, imaginez qu'il en a, l'aide et nous aide. L'attribution de causalité positive, elle a été reliée aussi au succès et à la réussite scolaire. Donc, si vous êtes intéressé, c'est beaucoup en psychologie sociale qu'on a abordé ces éléments-là. Mais croire en eux et leur dire qu'on croit dans le bout qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer. Et plus dans la perspective d'un guide, hein, plus dans l'idée même peut-être du Sherpa, si ça vous aide d'avoir cette image où est-ce qu'on suit le groupe quand il a besoin, on est là. Donc, on favorise quelque chose qui va les amener à toucher cette dimension-là. La pandémie, c'est un art présentement de dédramatiser cette pandémie-là et le confinement sans la minimiser non plus. On peut dire que c'est un art, mais c'est quand même très intéressant de la percevoir plutôt comme une forme d'adaptation. Les étudiants et étudiantes qui sont passés à travers, moi je trouve, en tout cas personnellement, que leur génération va avoir acquis vraiment beaucoup d'adaptation, de capacité d'adaptation, de capacité à tolérer l'incertitude avec certains moments plus difficiles. Réfléchir au plan B, parce qu'on en a déjà trouvé, savoir qu'on peut faire face, donc de bâtir sur la capacité qu'on a eue à s'adapter à ce qui s'est passé pendant la pandémie pour bâtir notre perception de la nouvelle génération qu'on va voir. Ça permet également de relativiser ce qu'on vit. Travailler avec les étudiants anxieux, ça a été moins fait dans les dernières années. On commence à s'y intéresser. Ce qui a beaucoup été développé en pédagogie, c'est de travailler avec les étudiants moins motivés. Mais c'est souvent pas les mêmes étudiants. Donc, c'est souvent pas nécessairement les mêmes façons de faire, ce qui rend complexe parfois aussi la pédagogie. Mais si on veut travailler avec les étudiants anxieux, voici des suggestions. Nommer les étapes, on en a parlé, revenir au plan de cours, vraiment cadrer, expliquer, préciser les choses, donner toute l'information pour que les étudiants sachent à quoi s'attendre. C'est quelque chose qui aide énormément à diminuer l'anxiété pour les étudiants et les étudiantes qui vont le vivre. Donc, travailler avec eux, être attentif à cette dimension-là. On sait que les études parlent que l'anxiété est très présente chez les étudiants. On pourrait penser qu'ils la nomment davantage, puisqu'on pourrait penser qu'elle a toujours été là aussi dans toutes les générations, mais que peut-être elle était moins nommée. Ça, c'est probablement une des hypothèses les plus importantes sur laquelle on pourrait s'appuyer, qui explique pourquoi il y a une augmentation. L'anxiété, c'est nommé. Les étudiants le disent aujourd'hui. Quand ils viennent nous voir en rencontre, ils vont nous dire « Moi, je suis vraiment anxieux, anxieuse. » Avant, ce n'était pas nommé comme ça. Donc, c'est dans le discours, mais dans le discours, nous amène à dire « D'accord, ils en sont conscients. Ils vont pouvoir faire face, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler aussi avec ces étudiants qui parfois sont un petit peu plus en retrait, qui paraissent un peu moins dans les cours. » Donc, voilà, quelques pistes, quelques suggestions. Dans les questions que nous avions voulu aborder avec vous, on voulait retravailler aussi un peu cette idée quels sont les avantages et les inconvénients présentiels et distanciels.
Juste avant, est-ce qu'il y avait des questions jusqu'à maintenant, des commentaires, des interventions? Donc, clavardage ou oralement, non. Parfait. Alors, on poursuit parce que, mon Dieu, le temps file. C'est une phrase qu'on dit souvent quand on donne des formations. Alors, on y va avec les bienfaits. Quels sont les bénéfices d'être en présentiel? Alors, les bénéfices d'être en présentiel, vous en connaissez. Alors, ça crée un engagement, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, plus fort chez les étudiants. Il y a la dimension relationnelle qui est importante chez les humains. Donc, d'être en relation, quand on est avec quelqu'un d'autre devant soi, on a tous les sens, on communique mieux au niveau du regard. Hein, comme là, je vous regarde, mais là, vous voyez que je vous regarde, mais moi, quand je regarde ma caméra, je ne vous vois plus, je ne vois plus vos yeux. En tout cas, donc en présentiel, on a ça, donc ça prend tout son sens. C'est plus motivant, oui, nos sens sont sollicités. L'attention est plus soutenue en présentiel, bien évidemment. Et l'enseignant a davantage le contrôle sur son groupe classe. Puis, une réaction qui est plus immédiate et perceptible de la part de la classe. Ça, c'est certain aussi. Alors, d'autres bénéfices d'être en présentiel. Donc, c'est une belle occasion de redynamiser la dimension active pédagogique, de y repenser. On n'est pas juste en train non plus d'écouter quelqu'un parler quand on est en présentiel. On peut aussi penser à introduire la classe inversée. Alors ça, la classe inversée, on a des formations là-dessus au CPU, donc c'est vraiment, mettons, de préparer, quand les étudiants sont en présence avec vous, vous les faites travailler davantage, on fait faire des activités et tout ce qui est théorie, lecture ou visionnement de capsules vidéo où vous leur enseignez des choses, des concepts, des principes, des connaissances. Alors ça, ils peuvent le faire à l'extérieur de la classe. Évidemment, c'est organisé, structuré. Et quand ils arrivent en classe, ils et elles arrivent, là, vous leur faites faire des activités. Notion d'appartenance au groupe, elle sera plus forte quand on est en présence et qu'on se sent inclus. Alors, il faut vraiment faire attention à l'inclusion, à créer une ambiance où les étudiants et étudiantes se sentent en sécurité, où là, ils peuvent être eux-mêmes, elles-mêmes, et donc s'identifier et se sentir partie prenante du groupe. Bénéfice encore, bénéfice, il y en a beaucoup. Pardon. Alors, quand on est là en personne, en présentiel, donc les sens, on le dit, pas que la vision ou l'ouïe, donc ça va favoriser les apprentissages, ça crée plus de capacité à se souvenir de la matière parce que on va être dans un lieu qui est dédié à ça, on va étudier à l'université dans ce lieu, on revient à la maison, on est dans un autre lieu, la mémoire est associative aussi. Donc, quand on change de lieu, on habitue l'apprentissage, les connexions neuronales à se faire, peu importe le lieu. Donc, ça crée des capacités à se souvenir de la matière. Mémoire du contenu, mémoire du contexte. Alors, c'est ce que je vous dis, quand on varie les contextes, quand on varie les lieux, on va davantage favoriser les apprentissages. Puis, ben, c'est la vie, c'est ça la vie. Nous, on est avec d'autres êtres humains. Donc, nous sommes, on le sait, des êtres relationnels et en étant avec d'autres, ben, on va développer nos habiletés sociales. Et ça, les habiletés sociales, elles sont de plus en plus présentes dans notre enseignement, les attitudes. Donc, c'est important de les développer, puis on va les développer avec les autres. Quand on va aller sur le marché du travail, quand les étudiants vont aller dans le marché du travail, ils vont être avec d'autres. Donc, on doit les habituer à travailler avec d'autres et à échanger avec les autres en présence. Donc, prof doit faire ressentir, vous devez, oui, faire ressentir la plus-value pour vos étudiants et pour vous-même, l'exprimer. Se retrouver, bien sûr, dans le groupe classe, ben ça fait du sens. Puis c'est une sortie en société, alors. Quand on sort, on va au resto, on va voir des amis, ben on s'arrange, on a hâte de les voir. Ça fait du bien, ça revigore. Alors, ça aussi, c'est une sortie en société, c'est une sortie à l'université. Alors, quels sont les bénéfices à distance? Je laisse Josée les présenter. Oui, donc il y a aussi certains bénéfices d'être à distance. Certains d'entre vous ont peut-être utilisé le modèle hybride, là, d'ailleurs, dans les dernières sessions. Alors, on sait quand même que ça crée plus de flexibilité dans l'horaire, il y a plus d'espace de choix sur l'horaire, la matière. Et donc, ça se peut que pour certains étudiants, ça a été
aussi avantageux, puis qu'il y a un peu d'hésitation à laisser de côté ces aspects-là. Avoir des bonnes conditions en sécurité, c'est moins stressant. Il y a vraiment il y a moins d'aspects à gérer. On n'a pas besoin de se montrer. On a plus de temps aussi pour soi, parce qu'on se dit ça dans notre journée, on a un peu plus de temps. Pas obligé de tolérer les gens plates ou agressifs, mais bon, en même temps, comme on le disait tout à l'heure dans le commentaire, ben, c'est aussi vivre en société que de tolérer ça, mais bon, c'est quand même quelque chose parfois qui peut faire du bien aussi à certains moments. Moins besoin de s'engager, de s'investir. Donc, on peut rester en position un petit peu plus d'observateur, visiteur, pas trop être sûr qu'on va s'engager. Et ça crée davantage cette potentialité-là qu'on a moins en classe, mais des fois, ça nous aide aussi d'être un peu visiteur. Puis en petit groupe, ça peut quand même être facilitant parce qu'il y a des rencontres sur Zoom en petits groupes de 4 à 6, par exemple, qui sont assez riches, qui sont assez dynamiques. Donc, il y a eu des bonnes choses peut-être qu'on pourra conserver de tout ça. Vous en avez probablement. Maintenant, c'est sûr que le corollaire de ça, c'est si on revient au présentiel, ben c'est là qu'il peut quand même y avoir quelques aspects négatifs, disons-le. On ne veut pas être jovialiste non plus et se dire tout en mettant notre énergie, tout va bien aller, mais ça a toujours été en fait un défi quand même d'être en présentiel et de faire la pédagogie dans les premiers cours. Donc, il y a beaucoup de choses là-dessus. Mais s'il y a des aspects négatifs, peut-être que ça va nous amener à avoir moins de temps, ça peut être un peu plus stressant, mais peut-être pas tant que ça non plus. Ça reste à voir. J'ai hâte de voir comment vous allez vivre votre expérience avec les étudiants. On ne sait pas encore tout. Bon, on n'a plus de mots. Ça, c'est sûr qu'il va falloir changer un peu notre garde-robe. Mettre de la pression sur le dos des profs, je l'avais évité, mais je vais y revenir. Là, je dis juste que je l'avais sauté. En fait, c'est ça peut-être l'aspect un peu plus exigeant pour vous. Mais comme on amène beaucoup d'idées aujourd'hui, l'idée, c'est de vous en enlever de cette pression-là, puis de plus le voir comme j'ai pas à prouver quoi que ce soit. J'ai juste à être moi-même là-dedans et amener qui je suis. La notion d'image qui va changer, ça peut être moins sécurisant et ça va demander plus d'engagement. C'est moins confortable, mais moins confortable pour créer plus d'engagement. Alors, vous voyez quand même où quelle est ma préférence dans ce cas-ci. Donc, lorsqu'on regarde maintenant les aspects négatifs en présentiel, il y a aussi cette forme de nouveauté qui va demander de la réadaptation. On en parlait tout à l'heure au niveau de l'incertitude et de tolérer quelques collègues qui peuvent être un peu moins enthousiasmants. Et ce n'est pas toujours des bonnes ambiances qu'il y a, mais il n'y a pas toujours des bonnes ambiances non plus à distance. Ça demande d'être plus stimulant, motivant, mais en même temps, c'est ça aussi qui fait que c'est intéressant d'être prof. Et ça crée quand même peut-être une pression supplémentaire, mais à voir. Et maintenant, si on regarde quels sont les aspects négatifs à distance, Hélène? Oui. Alors, les aspects négatifs à distance, alors on l'a vécu, hein? Alors, je pense que si moi, j'aurais voulu vous demander d'abord, mais en tout cas, l'idée c'était de vous demander quels étaient les aspects négatifs. Je vais les nommer ceux qu'on a trouvés, puis si vous avez d'autres à nous partager, vous le direz. Donc, bien sûr, l'isolement, le manque de motivation à distance, on peut trouver qu'à un moment donné, ça devient long, on voudrait être plus motivé, difficulté à maintenir son attention, et l'attention, c'est un des piliers de l'apprentissage. Alors ça, il faut le savoir, il faut le répéter aux étudiants, il faut leur dire vraiment de rester attentif avec vous, de trouver des trucs pour être attentif, de ranger leur téléphone. Sachez que le simple fait d'avoir le téléphone à côté de soi, même s'il est éteint, diminue notre capacité à performer, notre capacité à porter attention. Alors leur dire que s'ils ne vous écoutent pas, s'ils ne sont pas avec vous là, tout ce qu'ils ne font pas avec vous, ils vont devoir le reprendre plus tard. Donc l'importance de maintenir son attention à distance, c'est plus difficile. Un engagement qui est moindre, c'est fatigant les écrans, on l'a tous vécu, on l'a tous dit, wow, on est fatigué à la fin de la journée, plus difficile de poser des questions aussi peut-être, davantage des conférences, difficile de bien saisir le pouls et difficile de rendre cela dynamique. Est-ce que vous avez d'autres points que vous voulez partager par rapport aux aspects négatifs à distance ou aspects négatifs en présence ou positifs? Est-ce qu'il y avait des choses que vous vouliez ajouter, qu'on n'a pas mentionnées, qui
Jérôme parlait justement de peut-être avoir une référence. Moi, je n'ai pas de référence directe sur le téléphone cellulaire. Par contre, j'ai des références sur la dimension de les réflexions qu'il y a au niveau de l'interférence. En fait, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on apprend et qu'on a une interférence et qu'on se dit, oui, je fais le téléphone cellulaire, j'ouvre mon ordinateur, j'écoute le prof en même temps, je parle un peu avec mon voisin, etc., on va avoir l'impression d'être très, très efficace, mais on est efficace sur le plan de l'urgence, on n'est pas efficace sur le plan de l'apprentissage. On est efficace sur le plan de « j'ai beaucoup d'informations que je gère en même temps ». L'efficacité de l'apprentissage va demander de plonger dans la matière. Et ça, ça me ferait plaisir là, de vous donner l'information là-dessus. Moi, j'ai cette référence. Elle provient du professeur Steve Masson, qui, lui, travaille beaucoup au niveau de la recherche, au niveau de la neuroéducation. Il y a tout un laboratoire avec ses étudiants à l'UQAM. Il y a son livre aussi. Vous avez aussi sa chaîne vidéo. En ligne, YouTube. Sinon, vous avez ce livre. On ne le voit pas. Activer ses neurones. Alors ça, c'est un livre fantastique. Puis d'ailleurs, il y a une formation aujourd'hui là-dessus sur comment faire activer les neurones des étudiants, maximiser l'effort cognitif des étudiants. Donc oui, j'ai noté, j'ai pris une note. Avec la présentation PowerPoint, je vais vous envoyer cette référence. Alors, on poursuit. Quels aspects... Bon, là, ici, on a une question pour vous. Donc, on va vous demander, si vous le voulez bien, soit d'y réfléchir de votre côté, mais sinon, de nous partager, de partager aux autres. Alors, quels aspects aurions-nous intérêt à conserver du distanciel en présentiel? Est-ce que vous avez des idées? C'est sûr que vous avez des idées. Alors, vous n'êtes pas obligé, mais on aimerait bien vous entendre. Oui, Christopher. Oui, je ne sais pas si ça s'applique, mais qu'est-ce que j'aimais bien, c'est qu'il y a toujours ce moment où un étudiant pose une question, qu'on n'a pas nécessairement la réponse immédiatement. Ça arrive, on ne peut pas tout savoir. Et faire des capsules vidéo à déposer sur Studium ou sur Panopto maintenant, je trouvais ça vraiment pertinent pour faire un petit retour sur un petit aspect de la matière qu'on n'avait pas la réponse sur le vif. C'est très facile de délayer la réponse. Souvent, ce n'est pas nécessaire dans le cadre du cours parce que le cours est construit sans cette réponse-là. Mais faire une petite vidéo, habituellement, de 2-3 minutes, juste pour faire un petit retour sur cette matière-là. Puis souvent, ça pique une curiosité parce qu'habituellement, quand un étudiant est capable de nous coincer sur une question de la matière qu'on ne connaît pas, ils sont assez fiers. Fait que, avoir la réponse par après, ils sont très contents. Oui, ben, j'adore votre intervention parce que, vous savez quoi? On a le droit de ne pas tout savoir. Et on a le droit d'être déstabilisé, puis ça nous stresse. Puis là, parce qu'on n'a pas tout à fait la réponse. Écoute, on va le dire aux étudiants. Écoute, pour l'instant, puis moi, je connais des profs, là, comme vous, PhD, tout ça, qui ont vraiment une connaissance extraordinaire. Et ça demande l'humilité. Puis ça demande d'avoir confiance en soi, de dire, écoute, excuse-moi, là, je le prends en note. Là, en ce moment, je ne suis pas en mesure de te répondre. Je n'arriverai pas à te donner une bonne réponse. J'ai des éléments, mais je dois aller vérifier certaines choses. Ça se dit, savez-vous quoi? Ça va encore une fois baisser l'attention de vos étudiants parce que vous leur donnez un modèle où on n'est pas parfait. Et est-ce parfait de tout connaître? Non, c'est parfait de ne pas tout connaître, de ne pas tout savoir. Et de leur montrer que c'est ça aussi, que vous aussi, vous êtes comme ça. Donc, c'est excellent. J'adore votre intervention. Alors, oui, puis de créer, en effet, d'avoir des petites capsules vidéo, de faire, comme je vous disais, la classe inversée. Ça, c'est des choses que les étudiants vont apprécier plutôt que de donner énormément de théorie. Allez les faire lire, mais quand vous les faites lire, c'est une activité, la lecture. C'est une activité qui peut être encadrée avec des questions en amont, des questions à la fin, comment on lit. Ça aussi, c'est très intéressant. Alors, Aranzazou, dans les cours de langue, nous faisons beaucoup d'activités ludiques. Le matériel pour la gamification est beaucoup moins lourd à transporter quand il est numérique. Fini les cartes plastifiées, excellent. La perspective, ici, Jérôme, de parler durant 3 heures dans le vide devant mon écran m'a forcé à réduire considérablement la durée de la partie magistrale de mes cours et de passer partiellement au moins en mode classe inversée. Par contre, les étudiants protestent sur la quantité de travail à la maison à l'avance. Mais là, encore une fois, c'est d'expliquer pourquoi vous agissez comme ça. Pourquoi vous mettez de l'avant la classe inversée. Qu'est-ce que ça va leur apporter aussi à vos étudiants? Et de bien encadrer
cette activité de classe inversée. Alors, pour que ce soit dynamique pour eux aussi, pour pas qu'ils écoutent pendant 2 heures de temps une vidéo, par exemple. Donc, des segments à l'intérieur desquels vous posez des questions, vous les faites réfléchir. Donc, c'est excellent. Merci de votre participation. C'est super. Vous êtes un super groupe. Alors, voyez, à conserver, je laisse Josée vous en parler. Oui, donc vous avez déjà abordé plusieurs idées qui nous en donnent d'autres d'ailleurs. Hein. On va en créer la multiplicité des moyens de communication avec les étudiants et entre les étudiants, entre eux aussi. C'est toujours intéressant de savoir où ils en sont là-dedans. Et cette idée, exemple des capsules que Christopher, vous avez présentée tout à l'heure, c'est une idée qui est très proche de la façon de l'intuition d'apprentissage des étudiants, en plus de tous les avantages qu'on a nommés tout à l'heure au niveau justement de votre crédibilité. Mais c'est très proche du questionnement. Et le 2-3 minutes là, de capsule, ça, c'est quelque chose qui peut leur parler beaucoup. C'est sûr que ça peut vous amener également à modifier ou à conserver quelque chose dans les modes d'évaluation, peut-être plus de flexibilité. On sait que dans l'approche de la conception universelle d'apprentissage, la flexibilité au niveau des évaluations peut nous amener à encore mieux aider les étudiants à développer les compétences. Et la flexibilité au niveau des outils, la création de capsules, on en a parlé tout à l'heure, le renouvellement de cours plus interactifs, tout le matériel que vous avez créé à distance, le reprendre, le voir, qu'est-ce que j'ai développé et échanger avec vos collègues là-dessus. Probablement que vous avez d'autres idées aussi dans ce qui est à conserver. Et donc, Josée, je te laisse. Oui, peut-on se sentir à distance? Dans un cours en présentiel, on voulait vous poser la question. Est-ce que ça vous inspire de nous partager vos premières réflexions sur ce sujet? Alors, qu'en pensez-vous? Oui, qu'en pensez-vous? Quoi faire pour se sentir présent? Est-ce que quand on est dans la classe, là, on peut être... Je vais me permettre de faire une intervention. Ben, pour ma part, moi, j'ai juste enseigné en présentiel, je n'ai pas fait à distance. Mais une des choses, quand je l'avais fait, que je pouvais trouver, c'est j'aime beaucoup tout ce qui est approche plus pédagogique, active et tout. Donc, dans les parties plus magistrales, il y a des moments où je peux me sentir effectivement plus à distance, où j'ai l'impression qu'il y a une grande distance avec les étudiants, puis je ressens le besoin justement de les impliquer. Mais quand on a des gros groupes, là, justement, de 100 étudiants et plus, parfois, je trouve que c'est là où je ressens une certaine distance versus les petits groupes. Bien, à ce moment-là, c'est de les ramener, peut-être de leur mentionner que vous les sentez loin, et d'avoir dans votre poche, une petite activité, des questions. Je vous demande maintenant une activité réflexive. Comment vous vous sentez en ce moment dans le cours? Est-ce que vous vous sentez engagé? Leur rappeler l'importance de s'engager, d'être présent, d'être actif avec vous, d'être attentif, leur reparler de ce pilier de l'apprentissage, puis d'envoyer une question, de les faire travailler, même si dans votre, comme je disais tantôt, même si ce sont 200, vous les faites travailler pareil, ils écrivent, puis 2 minutes partagées avec votre collègue à côté. Vous allez les rechercher. Quand vous sentez, là, je sens que je vous perds, là, je sens que je suis en train de vous perdre, j'ai du mal à être connectée à vous, je vous sens loin, tu sais, on n'est plus dans la pandémie. Alors, là, je vais vous faire, on va revenir avec une petite activité. En avoir dans sa poche, quand on parle des plans B, là, pensez à différentes petites activités. Puis qu'est-ce qui fait que moi, je vous sens, que vous avez décroché? Avez-vous décroché? Puis pourquoi? Et puis, en tout cas, il y a des moyens d'aller les chercher de cette façon-là. Alors, écoutez, nous avons terminé les 10h03. On a dépassé un petit peu. Vous avez toute la médiographie ici. Je vais vous parler de Steve Masson. Alors, vous avez les liens ici pour Steve Masson. Un livre de Stanislas Dehaene qui est extrêmement intéressant aussi. John Hattie, Visible Learning, c'est extrêmement intéressant. Sonia Lupien, bon, etc. Donc, merci.